peu de noms dans l'histoire d'Hollywood, brillent aussi intensément qu'Audrey Hepburn. La légendaire actrice, humanitaire et icône de la mode a captivé le monde avec sa beauté intemporelle et sa profonde compassion. Cependant, le destin a infligé à Audrey un coup cruel. D'une enfance marquée par la faim et des expériences de mort imminente à une vie adulte, marquée par la perte et le traumatisme, et enfin la bataille contre le cancer qui a emporté sa vie. Voici l'histoire choquante et inédite de la vie d'Audrey Hepburn. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Audrey Hepburn est née à Bruxelles le 4 mai 1929, fille d'une famille qui semblait riche et bien placée, mais qui était fracturée par des fissures irréparables sous la surface. Enfant, Audrey a constamment déménagé avec ses parents de Londres à Arnhem, puis dans d'autres parties de l'Europe. Ce mode de vie nomade a aidé la jeune fille à absorber rapidement les cultures et à devenir fluente dans 6 langues dès son jeune âge. Mais derrière cet extérieur poli et cultivé se cachait une vérité douloureuse. Les parents d'Audrey étaient des partisans ardents du mouvement fasciste qui montait à travers l'Europe. Ils ont même voyagé en Allemagne pour assister à des rassemblements, applaudissant une idéologie que l'histoire condamnerait plus tard comme l'un des plus grands maux de l'humanité. Son père, Joseph Rustin, est allé encore plus loin. En 1935, il a abandonné sa femme et sa fille, déménageant à Londres pour servir la cause fasciste. Cela est devenu la première et la plus profonde blessure dans le cœur d'Audrey. Des années plus tard, elle avouerait « Le départ de mon père a été l'événement le plus douloureux de ma vie. Rien ne pourrait jamais combler ce vide. » Puis la guerre est arrivée. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Audrey a été envoyée aux Pays-Bas. Ses parents croyaient qu'il serait plus sûr d'y être au milieu du chaos qui engloutissait l'Europe. Mais juste quelques années plus tard, en 1940, la fille de 10 ans a été témoin de l'armée allemande franchissant la frontière, occupant la terre paisible qu'elle appelait chez elle. Pour éviter d'être identifiée comme britannique, elle a changé son nom en Van Heemstra, adoptant le nom de famille de sa mère. Le monde de l'enfance d'Audrey s'est transformé en un cauchemar vivant. Elle a vu des proches arrêtés, 2 oncles bien-aimés exécutés, et a enduré d'innombrables nuits à se demander si elle vivrait pour voir un autre jour. Pendant ces années sombres, Audrey a fait plus que se cacher. Elle a résisté. La frêle et pâle jeune fille est devenue membre de la résistance souterraine néerlandaise. Sa mission était de livrer des messages secrets pour les forces alliées. De minuscules morceaux de papier cachés dans ses chaussures de ballet. Chaque pas apparemment innocent, mais portant des informations qui pouvaient sauver des vies ou coûter la sienne. Chaque sortie était un pari. Une petite erreur pouvait signifier capture ou exécution. Pourtant, elle a continué parce que, comme elle l'a dit plus tard, la peur ne peut pas vous empêcher de faire ce qui est juste. Ce qui est remarquable, c'est qu'au milieu de la guerre et de la faim, Audrey n'a jamais perdu sa passion pour le ballet. Formée dans un internat, elle rêvait de devenir danseuse professionnelle. Lorsque son pays a souffert de la famine, elle a continué à se produire. Un petit récital souterrain a eu lieu dans des abris de sous-sol où quelques dizaines de villageois étaient assis silencieusement, écoutant de la musique et regardant danser, non seulement pour le divertissement, mais pour collecter des fonds pour la résistance. Ces danses étaient des éclats de lumière dans les temps les plus sombres. Puis, en 1944, une famine dévastatrice a frappé les Pays-Bas. Les forces allemandes ont bloqué toutes les routes d'approvisionnement et les gens ont commencé à mourir de faim dans les rues. Audrey et sa mère ont survécu en mangeant du pain fait à partir de bulbes de tulipes et en buvant de l'eau mélangée à de l'amidon. Son corps est devenu frêle, ses côtes visibles sous sa peau mince. Pourtant, ses yeux brillaient toujours d'une force tranquille. En 1945, lorsque la guerre a enfin pris fin et que les forces alliées ont libéré le pays, Audrey, la fragile jeune fille qui avait autrefois dansé au milieu des bombardements, était enfin libre. Lorsque la paix est revenue, Audrey a refusé d'abandonner ses rêves artistiques. Elle a obtenu une bourse pour étudier à Londres à la Ramire Ballet Academy, l'une des écoles les plus prestigieuses d'Europe pour les danseurs en herbe.
Mais la dure réalité s'est rapidement imposée. Des années de malnutrition et de guerre avaient laissé des séquelles. Sa santé était fragile et son corps ne répondait plus aux exigences physiques strictes d'une ballerine professionnelle. Le cœur brisé, Audrey a réalisé que le rêve qu'il avait porté à travers les années les plus sombres, le ballet, pourrait rester à jamais hors de portée. Pourtant, elle n'était pas prête à abandonner. Audrey a trouvé un autre chemin pour exprimer sa passion, le théâtre. Au début, elle n'avait jamais eu l'intention de devenir actrice. Les petits rôles qu'elle a pris étaient simplement pour gagner sa vie. Mais ses performances dans le théâtre musical lui ont permis de faire ce qu'elle aimait le plus: danser, bouger et garder le rythme de la vie vivante en elle. Alors qu'elle filmait une scène pour Monte Carlo Baby à l'hôtel Des Harrey, Audrey a attiré l'attention de la légendaire écrivaine et actrice française Colette. « Je sais que tu te considères juste comme une enfant », lui a dit Colette sans détour, puis lui a demandé si Audrey aimerait jouer le rôle principal dans sa pièce de Broadway Si. En l'espace d'un mois, il semblait que les étoiles s'étaient alignées pour elle. En moins de 30 jours, deux des plus grandes portes du divertissement, Broadway et Hollywood, se sont ouvertes pour la jeune femme à peine dans la vingtaine. En se préparant pour XI à New York, le légendaire réalisateur William Wyler a eu l'occasion de voir le test d'écran d'Audrey. Il cherchait la vedette féminine pour Vacances romaines, et son choix initial avait été Elizabeth Taylor. Mais au moment où il a vu Audrey à l'écran, tous ses plans ont disparu. « C'est elle », a dit Wyler. « C'est la princesse dont j'ai besoin. » Au même moment, Gregory Peck, l'une des plus grandes stars d'Hollywood, a reconnu ce que le monde n'avait pas encore vu, une étoile en devenir. Peck lui-même a insisté pour que le nom d'Audrey Hepburn soit placé à côté du sien sur l'affiche du film. Un geste extraordinaire pour une nouvelle venue. Et en effet, Vacances romaines n'a pas seulement amené Audrey à Hollywood. Cela a complètement redéfini le standard de beauté à l'écran. À une époque dominée par l'attrait sensuel de Grace Kelly et Marilyn Monroe, Audrey apparaissait comme une bouffée d'air frais. Elle n'avait pas besoin d'une silhouette voluptueuse ou d'un sourire séduisant, juste d'une inclinaison de la tête, d'un regard à la fois timide et sûr d'elle. Et le public était instantanément captivé. Son interprétation de la princesse Anne était à la fois délicate et forte, le mélange parfait de féminité et d'indépendance moderne. Ses cheveux courts, ses sourcils épais, son cou mince et ses épaules fragiles formaient un look qui lui était propre. En 1954, le photographe Cecil Beaton la décrivait comme l'incarnation publique du nouvel idéal féminin, une femme qui osait sortir du moule rigide de la beauté hollywoodienne. Lorsque Vacances romaines a été présentée en première, Audrey est devenue une sensation mondiale. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son tout premier rôle principal, un exploit extraordinaire que peu pouvaient revendiquer. Juste 3 jours plus tard, elle a remporté un Tony Award pour sa performance dans la pièce de Broadway sur Dean. Pour le public, elle n'était plus la timide fille aux yeux écarquillés. Elle était Audrey Hepburn, l'incarnation de la beauté, du talent et de la grâce. Mais avec la célébrité éblouissante sont venues des ombres inévitables. Dans Sabrina, en 1954, Audrey a joué aux côtés de 2 légendes d'Hollywood, Humphrey Bogart et William Holden. Bogart, habitué à des co-stars glamour et sensuels, n'était pas impressionné par la jeune nouvelle venue. Il est resté distant, même irrité, croyant que le rôle aurait dû revenir à sa femme, Lauren Bill. Holden, cependant, a été instantanément séduit. Une romance tendre mais secrète a fleuri entre les deux. Silencieuse, passionnée et vouée à l'échec. Holden était un homme marié, luttant contre ses propres démons, l'alcool, la solitude et la peur de s'effacer sous les lumières implacables d'Hollywood. Audrey, quant à elle, aspirait à un foyer stable et à des enfants. Elle a vite découvert que l'homme qu'elle aimait ne pourrait jamais lui donner cela. Holden avait subi une vasectomie. Lorsque qu'il a proposé, Audrey a gentiment refusé. Elle a choisi la clarté plutôt que le chagrin, laissant Holden avec un cœur brisé. Des années plus tard, on disait qu'il ne l'avait jamais oublié. Pendant qu'Audrey se remémorait leur liaison comme un interlude doux amer dans la brillante mélodie symphonique de sa jeunesse, le succès de Vacances romaines a réveillé Hollywood. Une nouvelle ère d'actrices dans le moule d'Audrey Hepburn avait commencé.
Au milieu du tourbillon de la célébrité, Audrey a rencontré Mel Ferrer, un ami proche de Gregory Peck. Ferrer avait été marié 2 fois, était père de 4 enfants et beaucoup plus âgé qu'elle. Pourtant, lorsqu'il parlait, chaque barrière semblait disparaître. Peut-être qu'Audrey voyait en lui une âme qui avait connu à la fois l'amour et la perte. Quelqu'un qui comprenait la valeur de la paix. Quelque chose qu'elle avait toujours cherché au milieu des tempêtes de la célébrité. En septembre 1954, les deux ont célébré une cérémonie de mariage discrète en Suisse. Tous deux croyaient qu'ils commençaient le chapitre le plus beau de leur vie. Mais ce bonheur a rapidement été mis à l'épreuve par les chagrins silencieux que le destin avait en réserve pour elle. Peu de temps après le mariage, Audrey est tombée enceinte de son premier enfant. Les nouvelles l'emplissaient de lumière. Une femme qui avait enduré la guerre, la faim et la solitude était enfin sur le point de vivre la maternité. Mais le destin était cruel. En 1955, Audrey a subi une fausse couche. La perte l'a brisée. Elle a caché ses larmes derrière son sourire doux et familier, continuant à travailler, à poser devant les caméras, comme si son monde ne s'était pas silencieusement effondré. 4 ans plus tard, l'espoir est revenu. Audrey est tombée à nouveau enceinte, son cœur plein de foi et d'anticipation. Mais pendant le tournage de The Unforgiven en 1959, la tragédie a de nouveau frappé. Elle est tombée d'un cheval et s'est fracturé le dos. La douleur physique n'était rien comparée à la terreur de perdre un autre enfant. Même en portant un corset et en endurant une douleur constante, Audrey a persévéré, terminant le film sans plainte ni auto-apitoiement. Mais le chagrin est revenu. Elle a fait une fausse couche pour la 2e fois. Cette fois, elle a failli s'effondrer sous le poids du chagrin. Pourtant, au fond d'elle-même, Audrey n'a jamais cessé de croire que la vie avait encore de la bonté pour elle. Et elle avait raison. Le 17 juillet 1960, elle a donné naissance à son premier fils, Shah Hepburn Ferrer. Alors qu'elle le tenait dans ses bras, des larmes coulaient sur son visage, se mêlant à son sourire. Pour Audrey, il n'était pas seulement un bébé. Il était un miracle, un cadeau gagné à travers chaque douleur et perte qu'elle avait jamais endurée en tant que femme, se tenant sur la fragile ligne entre l'espoir et le chagrin. Moins d'1 an plus tard, Audrey a endossé le rôle qui cimenterait sa légende. Holly Golightly dans Breakfast at Tiffany's 1961. Ironiquement, même en tant que grande star, elle faisait encore face au scepticisme. L'auteur Truman Capote, qui a écrit la novella originale, avait toujours voulu Marilyn Monroe pour le rôle, pas Audrey. Lorsque Monroe a refusé, craignant que le rôle ne nuise à sa réputation, Capote était furieux qu'Audrey ait été choisie à la place. Chaque fois qu'il apparaissait sur le plateau, l'air devenait lourd et la sensible Audrey devenait encore plus anxieuse. Elle a ensuite admis qu'elle ne se voyait pas comme un choix naturel pour le rôle. « Je ne suis pas une femme sexy et audacieuse comme Holly. » Ce doute de soi a eu un impact sur elle. Elle a perdu une quantité significative de poids, son corps déjà mince devenant encore plus fragile. Pourtant, de cette fragilité, Audrey a créé quelque chose d'extraordinaire. D'une manière ou d'une autre, elle a transformé Holly, une fille libre d'esprit et apparemment superficielle, en une icône d'élégance intemporelle et de profondeur émotionnelle. De la petite robe noire Givenchy, des lunettes de soleil surdimensionnées et un collier de perles à sa coiffure signature, chaque détail est devenu un symbole durable dans le cinéma américain. En dehors de l'écran, cependant, la relation d'Audrey avec sa propre apparence était étonnamment complexe. Alors que le monde l'idolâtrait comme le standard ultime de beauté, Audrey elle-même n'aimait pas toujours ce qu'elle voyait dans le miroir. Aucun montant d'admiration ne pouvait la protéger des insécurités silencieuses qui l'accompagnaient tout au long de sa vie. Pour elle, elle était simplement une femme ordinaire. Mais pour un homme, elle était une muse éternelle. Le designer de mode Hubert de Givenchy. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois lors des préparatifs de Sabrina, Givenchy s'attendait à travailler avec Katharine Hepburn. Au lieu de cela, Audrey est entrée, douce, gracieuse et radieuse. Au moment où elle a enfilé l'une de ses créations, il a su qu'il avait trouvé sa muse. À partir de ce jour, leur partenariat est devenu légendaire. Pas un amour romantique, mais un amour créatif. Ensemble, ils ont construit l'image d'Audrey Hepburn.
pure mais sophistiquée, fragile mais puissante. Given a dit un jour « Elle ne porte pas mes vêtements, elle leur donne vie ». Dans les années qui ont suivi, même si la renommée d'Audrey a atteint son apogée, les cicatrices en elle ne se sont jamais vraiment guéries. La guerre, la perte, les fausses couches et la pression incessante de la célébrité sont devenues des ombres silencieuses, la suivant partout où elle allait. Pourtant, peut-être que ce sont ces mêmes ombres qui ont rendu sa lumière si extraordinaire. Une lumière définie par la bonté, la résilience et la grâce au-delà de toute mesure. Tout au long de sa vie, Audrey a été hantée par la blessure de l'abandon de son père. De nombreux critiques ont suggéré que ce profond traumatisme l'a amenée à chercher inconsciemment une figure paternelle dans ses relations. Et en effet, son mari, Mel Ferrer, jouait souvent ce rôle, contrôlant et façonnant sa carrière d'une main ferme, presque autoritaire. Avec le temps, l'amour d'Audrey pour Ferrer a commencé à s'estomper. Après 14 ans ensemble, leur mariage s'est silencieusement effondré. Les gens murmuraient qu'il était trop autoritaire, tandis qu'elle avait fini par se lasser de vivre dans des limites qui n'étaient pas les siennes. Les rumeurs d'infidélité des deux côtés n'ont fait qu'approfondir les fissures. Pourtant, étrangement, c'est après le divorce qu'Audrey a vraiment commencé le voyage de la redécouverte de soi. Un tournant qui redéfinirait sa vie. En 1967, à l'apogée de sa renommée, elle a pris une décision que personne n'attendait. Elle a quitté Hollywood. Les lumières, les tapis rouges, les éloges. Tout cela semblait soudain lointain et creux. Audrey a réalisé qu'elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux, l'enfance de son fils chat. Ayant grandi sans l'amour de son propre père, elle craignait que son fils ne fasse face à la même vacuité. Elle a donc fait la promesse d'être la meilleure mère possible, même si cela signifiait renoncer à tout le reste. Cette même année, le destin l'a présentée à Andrea Doi, un psychiatre italien, charmant, élégant et infiniment captivant. Pour Audrey, il était comme une bouffée d'air frais, une douce échappatoire aux fantômes de son passé. Ils se sont mariés en 1970, se sont installés à Rome et ont eu un fils ensemble, Luca. Au début, leur vie était idyllique. Des matins remplis de l'arôme du café italien. Des après-midi aérés dans les rues bordées de fleurs de jasmin. Audrey croyait avoir enfin trouvé sa fin de conte de fées. Mais les contes de fées n'existent pas dans la vie réelle. L'homme en qui elle avait confiance, Doi, s'est avéré être un notoire séducteur. Les tabloïds italiens ont éclaté lorsque les paparazzi ont exposé ses aventures avec une affirmation choquante selon laquelle plus de 200 femmes avaient traversé sa vie. Audrey, fidèle à sa nature, ne s'est pas mise en colère, n'a pas poursuivi en justice et n'a pas fait les gros titres. Elle s'est simplement retirée silencieusement, gracieusement, comme elle l'avait toujours fait lorsque son cœur se brisait. Elle est revenue à l'écran dans Robin et Marion aux côtés de Sean Connery, une performance suffisamment forte pour rappeler au monde qu'Audrey est toujours là. Mais au moment où elle a joué dans Bloodline, elle s'était engagée dans une autre liaison interdite. Son costard, Ben Gazzara, un homme portant des blessures semblables aux siennes, est devenu son réconfort. Deux âmes solitaires se sont trouvées dans l'ombre. Mais à la fois l'affaire et son mariage en déclin se sont terminés dans un chagrin silencieux, une fois de plus. Après son dernier retour à l'écran, Audrey a quitté Hollywood pour de bon. Elle a déménagé dans le petit village suisse de Tlosha, s'installant dans une maison modeste appelée Laesla, ce qui signifie paisible. Là, elle pouvait promener ses chiens le long des chemins pavés sans être reconnue. Pas de caméra, pas de tapis rouge, juste le vent, les arbres et des après-midi dorés. En Suisse, Audrey n'était plus une star de cinéma. Elle était simplement une femme apprenant à pardonner son passé. C'est là qu'elle a rencontré Robert Walders, l'homme qui a redonné vie à son cœur. Walders avait été marié à l'actrice Merle Oberon, et après sa mort, il a vendu tous ses bijoux et a fait don des bénéfices à des œuvres de charité. Un acte de compassion qui a profondément ému Audrey. Avec lui, elle a trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Chaleur, générosité et un amour qui ne cherchait pas à contrôler. « Il ne voulait pas me changer », a dit un jour Audrey. « Il voulait juste que je sois heureuse. » Pendant un temps, il semblait qu'elle avait enfin trouvé la paix dans son coin tranquille du monde. Mais le destin a frappé à nouveau.
Lors d'un concert de collecte de fonds pour l'UNICEF, Audrey a été invitée à parler de ses souvenirs de la guerre, de la petite fille qui se cachait autrefois dans des abris anti-bombes, qui s'évanouissait de faim pendant la famine aux Pays-Bas. Son histoire a laissé le public silencieux. Après, un homme s'est approché d'elle, le directeur exécutif de l'UNICEF. Il a simplement dit « Nous avons besoin de vous ». À partir de ce moment, la vie d'Audrey a pris une nouvelle direction. Elle est devenue ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, voyageant à travers des dizaines de pays d'Afrique à l'Asie, apportant nourriture, aide et espoir aux enfants affamés. Cette fois, les lumières qui brillaient sur elle n'étaient pas celles des plateaux de tournage, mais celles du soleil brûlant de terres lointaines et arides. Pourtant, Audrey ne s'est jamais plainte de la manière dont elle regardait un enfant d'Éthiopie dans la tendresse de son toucher. Peut-être que c'était le moment le plus beau de toute sa vie. Dans les années 1960, Audrey a commencé à ressentir un besoin inébranlable de retrouver son père. L'homme dont l'absence avait laissé son enfance remplie de solitude et de désir. Avec l'aide de la Croix-Rouge, elle a retracé les coordonnées de Joseph Rustin, l'homme qui l'avait abandonné au milieu du chaos de l'Europe en guerre. Lorsqu'ils se sont enfin retrouvés à Dublin, plus de 2 décennies après leur séparation, Audrey n'a pas trouvé la chaleur ou l'affection qu'elle espérait. L'homme qui se tenait devant elle était distant, froid, presque comme si aucun lien de sang ne les reliait. La réunion lui brisa le cœur. Pourtant, au lieu du ressentiment, Audrey choisit le pardon. Car pour elle, la compassion avait toujours été plus forte que la douleur. Silencieusement, elle soutint financièrement son père pour le reste de sa vie. Un acte simple, mais qui en disait long sur sa grâce et son humanité. 3 décennies plus tard, après être devenue une icône mondiale, Audrey fit face à l'épreuve finale de sa vie. En 1992, après une mission humanitaire ardue avec l'UNICEF en Somalie, elle commença à ressentir de fortes douleurs abdominales. Les médecins découvrirent de bientôt une forme rare de cancer qui avait silencieusement grandi en elle pendant des années. Audrey reçut le diagnostic avec son calme habituel, la même force qu'elle avait montrée à travers la guerre, la perte et la solitude. Elle subit une opération et une chimiothérapie à Los Angeles. Mais lorsque tout espoir s'évanouit, son cher ami Hubert de Givoni organisa un jet privé pour la ramener chez elle en Suisse, à l'endroit où elle pourrait se reposer paisiblement, entourée d'amour et de sérénité. Dans ces derniers jours, Audrey choisit non pas les projecteurs, mais l'étreinte silencieuse de la nature. Son petit jardin, la lumière du soleil et le chant des oiseaux dehors. Bien que son corps s'affaiblisse chaque jour, elle continuait à rayonner d'une douce lumière qui apportait la paix à tous ceux qui l'entouraient. Le 20 janvier 1993, Audrey Hepburn s'éteignit dans son sommeil à l'âge de 63 ans. Il n'y eut pas de cri fort, seulement le parfum léger des fleurs, tout comme elle avait vécu avec grâce, pureté et pleine de compassion. Audrey Hepburn ne se considérait jamais comme une star de cinéma, mais le monde le faisait. Elle devint un symbole éternel d'élégance, d'empathie et de beauté intemporelle. Avec 4 des prix les plus prestigieux, un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony, elle n'était pas seulement une légende d'Hollywood, mais la preuve vivante d'une simple vérité, que la vraie beauté ne se trouve pas dans l'apparence, mais dans la façon dont on aime le monde.